Et donc de nombreux courtisans portent le titre d'enfant du Cap qui permet d'accéder à une belle carrière dans l'administration centrale. Un exemple qui illustre ce fait est celui d'un certain Khnumhotep III de Beni Hassan, fils du gouverneur local Khnumhotep évidemment II. Il arrive à la cour sous le règne de Sésostris II, il bénéficie d'une éducation digne d'un prince. Une fois adulte, il passe sa carrière dans les relations avec l'extérieur, suivant ainsi une sorte de tradition familiale. Il est notamment envoyé à Byblos et sur la côte de la mer Rouge. Son zèle et ses grands services rendus à la couronne lui valent d'être autorisé à se faire construire une tombe à Dachour près de la pyramide de Sésostris III. Les grands d'Égypte, qui servent fidèlement le pharaon, sont assurés de recevoir de nombreux cadeaux, récompenses et de voir leurs enfants invités à être éduqués à la cour. Ce sont les principaux moyens dont dispose le souverain pour amadouer les courtisans. La monarchie possède encore un atout dans sa manche pour affirmer son pouvoir. La littérature. Et oui, les grandes compositions littéraires du XXe siècle avant notre ère jouent effectivement un rôle politique majeur. Pour soutenir cette dynastie qui reste finalement fragile, les lettrés de l'entourage de Sésostris Ier mettent au point une mythographie destinée à renforcer la cohésion des élites royales autour d'un récit et de figures majeures. Leur but principal, c'est de créer une éthique commune qui prône la loyauté indéfectible envers le pharaon. Ces compositions, soi-disant historiques, façonnent des modèles de conduite dans une société présentée comme fortement hiérarchisée. Elles façonnent les esprits et insinuent que la disparition de la monarchie entraînerait simplement le pays dans une nouvelle période de chaos. L'un des grands récits de cette période qui nous soit parvenu, c'est l'enseignement pour Méricarée, un véritable traité politique. Il met en scène le roi déchu de la ville d'Héracléopolis, confronté à la puissance des grands du royaume qui cherchent à concilier les intérêts de la monarchie et ceux des grands potentats provinciaux. Dans ce traité, l'ancien monarque dispense des réflexions et des conseils sur la manière de bien gouverner et de préserver la paix dans l'État pharaonique. Ces conseils sont pleinement assimilés par les nouveaux maîtres du pays. Cette sorte de guide du bon souverain, si vous préférez, occupe une place privilégiée dans les bibliothèques des lettrés royaux qui, de leur côté, rédigent eux aussi un grand nombre d'ouvrages didactiques. Ils publient notamment des recueils de formules utilisées dans la composition de lettres et de textes officiels. Ces ouvrages font partie intégrante de la formation de base des scribes royaux et soulignent l'importance de l'écriture dans la vie quotidienne de la cour. Je ne vous ferai pas le petit couplet sur savoir si c'est bien comme métier scribe. Vous voyez le clin d'œil. La Chambre des dignitaires réunit les hauts administrateurs et les membres les plus importants de la cour, en particulier le vizir, l'intendant du trésor et celui du sceau. Malgré la fragilité de la lignée d'Amenémat Ier, l'administration du Moyen Empire se caractérise quand même par une stabilité du personnel. La ville, de son côté, est l'élément central dans l'articulation du territoire et dans la formation des identités individuelles et collectives. Les gouverneurs locaux, les maires si vous préférez, sont des personnages relativement importants. Ils assurent la liaison entre la sphère locale et l'administration centrale. L'administration locale est organisée en unités qu'on appelle les warets, regroupant plusieurs des anciennes provinces. Mais on ne sait rien de l'agencement des sites urbains, des villages et sur la hiérarchie de l'habitat au début du 2e millénaire. Enfin, on ne sait rien, ou presque. Les textes des tombes mentionnent quand même des fondations royales, c'est-à-dire des villes créées ex nihilo par la monarchie dans un but précis, par exemple, héberger le personnel affecté à l'organisation du service funéraire du roi. Un nouveau type de ville apparaît, sous le règne de Sésostris II, la Khéneret, un camp de travail, si vous préférez, qui emploie les criminels et des travailleurs qui doivent s'acquitter de corvées au bénéfice de l'État. Les archéologues en ont découvert un certain nombre, notamment à Edfou et à Éléphantine. Ces villes suivent une trame urbaine composée de rues, de blocs de maisons et d'installations diverses suivant un plan plus ou moins régulier. Les villes les plus importantes sont construites autour des grands centres de pouvoir de la monarchie. Un peu comme partout, vous allez me dire. Elles se concentrent surtout dans la région thébaine, dans les places fortes de Nubie et de Moyenne-Égypte.
Amenemhat Ier déplace lui l'ensemble des services centraux dans une nouvelle capitale, Ititaoui, située sur le territoire de l'ancien royaume héracléopolitain dans la région du Fayoum. Ititaoui, dont le nom signifie « celle qui saisit les deux terres », correspond à la ville actuelle d'El-List, en Moyenne-Égypte. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ne pas tout simplement s'installer à Thèbes comme ses prédécesseurs ? En fait, il s'agit d'un choix stratégique. Amenemhat Ier n'est pas un roi originaire de Thèbes. Il craint donc de s'installer dans la ville de Montuhotep II, le fondateur du Moyen Empire. Amenemhat et ses successeurs bâtissent leur pyramide à mi-chemin entre Ititaoui et Memphis, loin du temple funéraire de Montuhotep II qui domine Der el-Bahari à Thèbes ouest. Les complexes funéraires des nouveaux pharaons frappent par leur médiocrité en fait. Les pyramides élevées à Licht et à Dachour ont été réalisées avec des pierres de mauvaise qualité. Celle de Sésostris II en est un exemple étrange. Le cœur de la pyramide se compose de briques et il est recouvert d'un parement en calcaire. À l'origine, elle culminait à 50 mètres de haut, elle était donc 3 fois moins haute que la pyramide de Khéops. Mais la mauvaise qualité des matériaux employés, la médiocrité de leur mise en œuvre ont entraîné l'affaissement du parement, lui donnant un aspect en fait d'amoncellement de roches et de sable, on va dire quasi naturel. En outre, les archéologues qui ont étudié ces tombeaux se sont aperçus qu'ils ont été réalisés avec des blocs provenant de monuments royaux plus anciens, du IIIe millénaire. Alors pourquoi ce remploi ? Les pharaons du XXe siècle avant notre ère étaient donc si affaiblis qu'ils ne pouvaient tout simplement pas s'offrir des tombeaux de qualité, que des tombeaux de qualité médiocre si vous préférez. Les hypothèses pour expliquer ce fait surprenant en fait ne manquent pas. La plus probable serait que les pharaons du Moyen Empire se montrent incapables tout simplement de réunir les moyens humains et financiers nécessaires à la construction de tombeaux grandioses dignes de leur rang. Pourquoi, me direz-vous ? À cause d'un déséquilibre trop important dans la gestion des ressources de l'État pharaonique. La majeure partie des revenus engendrés par les travaux agricoles et les productions artisanales va directement dans les caisses des institutions locales comme les temples. Le Moyen Empire est en effet marqué par une politique massive de construction en faveur des institutions religieuses. Montuhotep II finance la réalisation de nombreux temples dans le sud. Il fait bâtir une multitude de chapelles en pierre richement décorées qui viennent s'ajouter aux principaux sanctuaires de Haute-Égypte. Cette politique va se poursuivre sous le règne de ses successeurs qui multiplient les constructions, les donations aux temples. C'est le seul moyen, si vous préférez pour eux, d'obtenir le soutien des notables qui participent au foisonnement de ces institutions. Ces travaux se concentrent essentiellement sur la région située entre Abydos et Éléphantine, là où se trouvent les potentats les plus puissants du royaume. Les chantiers royaux donnent du travail aux habitants des provinces et les bénéfices reviennent aux fils des notables. La construction des monuments est confiée à des maîtres d'œuvre qui appartiennent aux grandes familles du Sud. En définitive, elle crée, si vous voulez, des liens d'intérêt entre les grands potentats provinciaux et le pharaon. Mais cette stratégie nuit fortement aux finances de la couronne. Les caisses du trésor royal se vident à vue d'œil. En plus, la majorité des carriers et des maçons qui sont nécessaires, évidemment, pour la construction des tombeaux royaux est mobilisée sur les innombrables chantiers des temples. Le pharaon est donc contraint d'avoir recours à ce qu'on appelle le système D, des briques cuites, du sable, du calcaire, du remploi justement de blocs de pierre. Le soutien des élites locales prime sur la perspective de survie dans l'au-delà du souverain. Toutefois, certains pharaons se montrent quand même capables d'entreprendre des travaux d'envergure et de réaliser de véritables prouesses techniques. La pyramide de Sésostris II, érigée sur le site d'El Laoun, à 15 km de Giza, vers 1870 avant notre ère, en est un exemple fabuleux. Au premier abord, vous me direz, elle n'a pas de mine, on dirait un gros tas de cailloux effondrés. Mais les études les plus récentes permettent de démontrer quel est le résultat d'un extraordinaire exploit architectural. Son emplacement peut surprendre parce qu'elle est perdue au beau milieu du désert de Moyenne-Égypte, comme ça, loin des pyramides de ses prédécesseurs. En plus, le choix du sol semble dénué de sens. La pyramide est construite sur un sol rempli d'eau. Est-ce que le pharaon serait devenu fou ? Non.
Au contraire, au temps du règne de Sésostris II, cette région est un véritable paradis, à la végétation luxuriante et traversée de canaux d'irrigation, le Fayoum. D'ailleurs, ces infrastructures sont toujours utilisées par les agriculteurs modernes. Et devinez qui a fait réaliser ces canaux ? Sésostris II. Le pharaon a fait ériger sa dernière demeure de telle façon qu'elle domine ce paysage enchanteur.